Donc on va vous parler d'open data. L'open data, c'est pas précisément du big data, mais c'est une des sources des bases de données massives. Pour résumer juste très simplement, l'open data, c'est un mouvement qui appelle à la mise à disposition des données des administrations et même aussi des entreprises. Pour commencer, je voudrais rappeler que l'open data est un mouvement ancien qui précède même l'apparition du terme. On a tendance à croire que l'open data est quelque chose de très récent. Il a des origines anciennes. Je ne vais pas revenir sur toutes les dates qui figurent ici, mais je voudrais juste montrer que l'open data est un concept qui s'est ancré progressivement dans des pratiques, dans des concepts et dans le droit. L'open data, il débute avec le concept ancien d'open government, qui désigne originalement une dynamique de révélation des secrets de l'État. Un article de Harlan Yu et David Robinson l'explique assez bien. Et le terme open government a pris une signification tout autre depuis à peu près une décennie. Le concept d'open government, en tout cas, il a imposé l'idée et l'exigence que l'État divulgue les informations et les secrets dont il dispose. Et ça a abouti, en 1966, à l'adoption par le président Johnson du Freedom of Information Act, dont les dispositions ont été reprises en France avec la loi CADA en 1978, CADA du nom de la Commission d'accès aux documents administratifs. Pour une autre étape, et une étape qui a été aussi très importante, c'est en 2007, la réunion qui se tient à Sébastopol en Californie, où a émergé le thème d'Open Government Data. Avec ce terme, il y a des principes qui ont été établis par des activistes numériques bien connus comme Lawrence Lessig, Tim O'Reilly ou Aaron Swartz, qui ont demandé la libération des données publiques dès leur production, dans leur intégralité et telles qu'elles sont collectées. Ces principes, ils ont exercé une grande influence, notamment sur l'équipe de Barack Obama, qui, dès son entrée en fonction, a signé un mémo sur l'open government, qui a abouti au lancement de data.gov aux États-Unis en 2008. Et après, s'en est suivi une prolifération de portails open data au niveau local, national et international. Pour les principales dates, il est intéressant de rappeler le lancement de data.gov.uk au Royaume-Uni en 2009 ou data.gouv.fr en 2011. Enfin, en 2013, récemment, les principes qui avaient été établis à Sébastopol sont repris par le G8, qui, dans sa charte sur l'open data, établit que l'ouverture des données deviendra la pratique par défaut des administrations signataires. Cette émergence progressive de l'open data, elle a amené progressivement aussi une stabilisation de ces principes. Je vais reprendre les définitions qui sont les plus communément admises et les principes qui sont relativement stabilisés de nos jours pour recouvrir juste 4 aspects principaux. Le premier, il est légal. Et il désigne, quand on parle de données ouvertes, on dit qu'une donnée ou un contenu est ouvert si n'importe qui peut l'utiliser, le réutiliser, le redistribuer, à la seule condition de citer la source et ou de partager à l'identique avec la même licence. Donc là, ici, je fais référence à un texte qui s'appelle l'Open Definition, qui est disponible en ligne sur opendefinition.org et qui a été formulé par l'Open Knowledge Foundation en partenariat avec de nombreuses associations militantes en matière de savoir libre et qui fait en partie autorité. Ce que vous devez retenir, en tout cas, c'est cette possibilité pour n'importe qui d'utiliser et de réutiliser des données avec des conditions qui ne sont pas trop contraignantes. Il y a aussi un aspect qui est important, c'est la gratuité de ces données qui peuvent être donc exploitables par tous. Les deuxièmes critères, ils sont plus techniques, c'est l'exigence de données qui sont lisibles par les machines, donc de ne pas se contenter d'un fichier PDF dans lequel les données figurent, mais qui nécessite une extraction très complexe et qui est parfois aussi très aléatoire, et qui donc ne permettra pas à une machine de les travailler automatiquement. Le deuxième aspect de cette ouverture technique, c'est l'utilisation de formats ouverts, non propriétaires et lisibles par tous les programmes. Donc il y a un format, par exemple, qui est très utilisé, qui est le CSV, qui est un format extrêmement simple, qui complète et a des spécifications qui sont assez différentes du format d'Excel que vous utilisez classiquement dans votre tableur. Le troisième aspect, c'est que cette libération des données publiques qui est exigée, réclamée, et promue, cette libération,
on demande qu'elles soient proactives, c'est-à-dire que les administrations le font d'elles-mêmes, elles sont diffusées sur des portails open data, je vous en ai cité quelques-uns comme data.gouv.fr, et que donc ces données, l'administration va les rendre publiques de manière volontaire. Enfin, on demande que ces données soient brutes, c'est-à-dire l'exigence de données qui seraient à l'état pur, selon l'expression de Tim Berners-Lee en 2009 lors d'une conférence TED. Il parle de données unadulterated data, donc à l'état pur, telles que collectées. Il y a un point particulier sur lequel on va... non, hop, c'est parti trop vite, pardon. Sur lequel on va insister un peu plus aujourd'hui, c'est cette question justement des données brutes. Puisque il y a un élément vraiment très important dans la définition de ces données qui doivent être libérées et ouvertes, c'est cette idée que c'est des données qu'on ne doit pas avoir retouchées avant de les avoir ouvertes et mises à la disposition du public. C'est une métaphore qui a été largement véhiculée, notamment par Tim Berners-Lee, mais aussi par des femmes et des hommes politiques. Tout récemment, la secrétaire d'État au numérique a expliqué que les données étaient une sorte de pétrole et que les administrations étaient en gros des sortes de gisements inexploités. Il y a cette métaphore de la ressource et de la donnée comme ressource brute est une métaphore largement utilisée et en gros elle va avec ce vocabulaire de la libération, c'est-à-dire que les données seraient là et il suffirait d'ouvrir une sorte de robinet à données et les données seraient directement accessibles et produiraient certaines formes de choses intéressantes, au premier rang desquelles la transparence politique et puis l'innovation. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en science, alors on a assez peu parlé encore ce matin de la science, et notamment des grands programmes d'échange de données en sciences qui ont lieu il y a déjà quelques années et qui sont un peu les premières apparitions du big data et qui sont les premières expérimentations autour de partage de grandes masses de données. Or, on sait depuis pas mal de travaux qui ont un peu étudié ces éléments-là que c'est pas si simple que ça, en gros, pour le dire très simplement. Les propriétés qu'on donne aux données, alors par exemple en science, les propriétés, c'est à partir du moment où on va s'échanger des grandes masses de données, on va naturellement pouvoir se parler entre disciplines, on va naturellement pouvoir monter en échelle en collaboration, simplement du fait même du partage de données. Dans l'open data, les propriétés seraient, on va naturellement créer de la transparence, on va naturellement créer une forme d'innovation. Évidemment, ces propriétés-là ne sont pas intrinsèques aux données en tant que telles. D'abord parce que finalement ça transforme les conditions de travail même et l'organisation du travail autour des sciences, et donc ce qui nous intéresse, ça va être autour des administrations publiques, qu'est-ce qui se passe exactement, et aussi parce que les données elles-mêmes nécessitent toujours un travail. Leur échange, leur ouverture a un coût, toujours, même s'il est minimum, elle a un coût, et c'est ce qu'ont beaucoup montré les gens du côté de la sociologie des sciences ou de l'histoire des sciences, et c'est ce qui invite à aller du côté des coulisses un peu de l'open data, c'est-à-dire d'aller voir qu'est-ce qui se passe avant que les données soient effectivement libérées et ouvertes. Alors aujourd'hui, on va insister sur deux choses. D'abord sur les grands principes et les raisons, en gros, au nom de quoi est-ce qu'on met en place des politiques d'open data aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et puis ensuite, on va donc aller voir en coulisses, à partir d'ethnographie, d'enquêtes, d'observations en situation dans les administrations publiques, pour voir comment on fait en vrai, très simplement, très concrètement, pour ouvrir des données. Qu'est-ce que ça suppose et qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à ouvrir des données? Alors le premier aspect qu'on voudrait évoquer, c'est celui de la transparence, avec l'idée que les gouvernements doivent rendre compte de manière volontaire de leur action. C'est une rupture qui a émergé, alors il y aurait une histoire un peu peut-être plus longue, mais qui en tout cas a été inscrite à la Révolution française, et notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 15. Récemment aussi, ce droit et ce devoir de transparence des administrations a été étendu pas seulement aux documents, mais il a pris la forme de nouveaux dispositifs qui permettent de rendre des comptes, comme des formulaires, des indicateurs, ce que Strassern et Power ont appelé les cultures de l'audit. Alain Supiot aussi, dans son cours au Collège de France, montre que la généralisation des indicateurs est un des aspects clés de la gouvernementalité par les nombres.
L'open data s'inscrit donc dans une nouvelle étape en continuité de ces formes de transparence, avec l'idée d'une transparence totale et automatisée, notamment par l'accessibilité de ces données aux machines et la possibilité de les traiter de manière automatique et de manière aussi massive, et qu'aussi que l'ouverture des données créerait d'une certaine manière mécaniquement de la transparence. Le deuxième aspect, c'est le fruit d'une réflexion autour de l'open government, qui a été notamment très influencée par la pensée cybernétique et ce moment cybernétique après la Seconde Guerre mondiale, où la libre circulation de l'information est considérée comme le garant des libertés démocratiques. Cette croyance, elle a été reprise en grande partie par la contre-culture du logiciel libre. Sébastien Broca, dans son livre, montre que la libre circulation de l'information est une des valeurs les plus communément associées au combat du logiciel libre et que ces militants sont battus pour limiter les barrières à la circulation optimale de l'information. En 2007, donc, tous ces militants inspirés par le logiciel libre et l'open source ont créé le terme d'open government data lors de la réunion de Sébastopol en 2007, qui désigne donc cette espèce de fusion entre des principes de l'open government en matière de révélation des secrets de l'État et des principes techniques plus inspirés du logiciel libre autour des formats de données. Le troisième aspect, c'est la valeur économique de l'ouverture des données et de l'innovation. Un moment historique important, ça a été la campagne du Guardian au Royaume-Uni en 2006, qui était intitulée « Rendez-nous les joyaux de la couronne », qui était une série d'articles et de tribunes qui demandaient la gratuité des données qui étaient payées par les impôts pour leur diffusion gratuite. Ces tribunes, elles exigent en particulier la libération des données géographiques de l'Ordnance Survey, donc des données de l'équivalent de l'IGN au Royaume-Uni, pour faciliter l'émergence de géants numériques britanniques qui seraient capables de concurrencer les tout nouveaux services qui apparaissaient, comme Google Maps, Yahoo Maps, ou Microsoft aussi avait son service. Ça a été un des moments fondateurs de l'open data, puisqu'on a exigé l'ouverture gratuite de ces données, puis ça a été une revendication portée par la presse et puis des acteurs de la société civile. C'est une revendication qui est plus ancienne que celle-là, on pourrait en faire toute une histoire, mais je voudrais juste rappeler que la Commission européenne, dans les années 2000, a multiplié les études pour évaluer le potentiel économique de l'ouverture optimale de l'information publique, allant même jusqu'à évaluer à 200 milliards d'euros par an les retombées potentielles d'une ouverture optimale. Cette croyance dans la valeur économique de l'ouverture de l'information, elle est renforcée par les travaux de théoriciens des organisations comme Chesbrough à Harvard, qui ont proposé le concept d'open innovation, d'innovation ouverte, qui désigne l'ouverture des processus et de l'information à l'externe pour créer plus de valeur économique qu'en restant uniquement dans des vases clos en interne. Le quatrième aspect de l'open data, c'est que les politiques d'ouverture des données publiques encouragerait la participation des citoyens aux politiques publiques et provoquerait une modernisation des administrations. En diffusant un maximum de données, on entraînerait une réduction des asymétries d'information entre les citoyens et l'administration, ce qui faciliterait en conséquence l'émergence d'une citoyenneté informée. Aussi, la participation provoquerait un cercle vertueux en améliorant les données par les retours des citoyens et donc en faisant que l'administration disposerait de citoyens informés qui pourraient aussi lui améliorer les données, ce qui serait bénéficiaire pour tout le monde. La participation aussi, elle favoriserait donc une transformation et une modernisation de l'État en arrêtant le travail en silo par la diffusion de l'information. Et un des effets qui était moins attendu de l'open data, c'est que les administrations ont bénéficié en interne des données produites par d'autres services. Ça a permis aussi de découvrir des données. Pour illustrer un peu l'importance de ces projets de modernisation dans les politiques d'open data, je voudrais rappeler que la Banque mondiale, par exemple, porte l'open data dans les pays en développement en finançant un grand nombre de projets d'ouverture des données dans des pays en développement, avec l'idée que ce serait l'instrument de la modernisation de ces administrations. Et donc elle finance ces projets avec l'idée d'encourager le développement aussi d'une société civile informée. Enfin, et on l'a déjà évoqué, mais c'est aussi le cœur de notre argument, c'est que l'open data s'appuie sur l'entrée dans le langage courant de la notion de données brutes. La notion de données brutes, c'est un concept ancien dans les sciences et dans l'informatique, mais la revendication de son ouverture, elle a émergé avec l'open data en 2005, et notamment un article de Rufus Pollock
qui est le fondateur de l'Open Knowledge Foundation, un réseau militant autour de l'ouverture du savoir et des données, qui critique dans ce papier les sites qui se concentrent uniquement sur une très belle interface et cette interface devient rapidement obsolète, alors qu'ils oublient de publier les données brutes qui, elles, pourraient être exploitées par la société civile pour créer les mêmes services et puis avoir des interfaces qui évoluent, qui sont mutualisées. Dans ce papier, il donne une exigence, il lance un appel qui est « Give us the data raw and give us the data now ». Donnez-nous les données brutes et donnez-nous maintenant. Tim Berners-Lee, donc le fondateur du web, a repris ce billet dans la conférence TED où il appelait le public à exiger des données brutes. Dans cette conférence, il a demandé à toute l'audience de se lever et de crier « Nous voulons des données brutes ». Et ça a été un des moments importants de l'émergence et aussi de l'entrée en politique de ces données brutes. Et notamment, l'intérêt d'avoir des données telles que collectées, ça aurait deux valeurs, deux effets attendus. Déjà, le fait de ne pas dépendre des calculs, des algorithmes, des manières de voir les choses qui sont imposées, donc de pouvoir refaire les calculs. Et le deuxième aspect, c'est qu'en disposant d'une granularité très forte des données, en ayant des données qui vont aller jusqu'au niveau le plus local, on pourrait aller au plus proche des phénomènes. Donc ça prend souvent la forme de cartes informatiques dans lesquelles on peut zoomer et aller au plus proche. Donc, un des points centraux de cette histoire-là, c'est qu'effectivement, il existe des données brutes dans les administrations, qu'elles sont là telles quelles, et que c'est cette qualité-là, cette propriété-là des données qui fait leur valeur. Alors, quand on va voir, et c'est ce que fait Samuel dans sa thèse, quand on va voir de près les administrations et les collectivités territoriales, locales, etc., et qu'on regarde qu'est-ce qui se passe véritablement quand une institution, une organisation comme ça reçoit une lettre de mission qui dit bon, ben, vous devez libérer vos données, on s'aperçoit que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça et que le fait même d'ouvrir le robinet à données est un processus plus long et plus complexe. Alors pourquoi premier aspect, première opération qu'on a pu observer et étudier, elle est toute simple. C'est une opération d'identification. C'est-à-dire que, sauf quelques cas particuliers, mais finalement assez rares, le problème qui se pose à l'intérieur de ces organisations, c'est pas quelles sont les données qu'on va ouvrir, c'est est-ce qu'on a des données, où, comment, est-ce que ça c'est une donnée, est-ce qu'on peut considérer que ça c'est une donnée, qu'est-ce qu'on va en faire. Donc il y a tout un processus en fait d'exploration avant tout, qui consiste à rencontrer les départements, qui consiste pour les personnes qui sont chargées de cette mission-là à essayer d'enquêter à l'intérieur de l'institution. Et cette enquête n'est pas simplement de la récolte, c'est une négociation, des discussions avec les départements, et qui sont, comme l'illustre ce court extrait d'entretien, un processus un peu incrémental qui prend du temps et qui finalement, petit à petit, va aboutir à une liste, à une sorte d'inventaire de données, mais un inventaire qui ne récolte pas des choses qui étaient déjà là, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'instauration. On a des informations, on a des connaissances sur certains aspects, on a des jeux de données au sens strict du terme, puis on a des tableaux Excel, on a des choses un peu hétérogènes, et on va les instaurer en données qu'on va décider d'ouvrir. Donc évidemment, les données vues sous cet angle-là, ne sont pas du tout disponibles en soi une ressource, ou alors c'est une ressource bien cachée. Effectivement, il faut une sorte de forage, mais collectif et progressif pour arriver à les extraire. Alors justement, premier niveau d'identification, de première opération, il faut les identifier, mais c'est pas parce qu'on les a identifiés qu'on les a entre guillemets sous la main, dans la main ou sur les disques durs. Dans certains cas, il va falloir les extraire, ces données-là. Parce qu'en fait, les administrations travaillent avec des bases de données relationnelles. Ces bases de données, elles ont été inventées pour, je cite les programmes qui ont consisté, enfin les théories même de ces bases de données, pour protéger l'utilisateur de ce truc très compliqué qui est l'organisation physique des données. Donc pour le protéger, on a inventé des vues utilisateurs, des interfaces en quelque sorte, qui sont très variables, qui lui permettent d'avoir accès aux données, mais dans une forme particulière. Or, pour libérer les données, il faut avoir accès aux données, entre guillemets, elles-mêmes. Donc il y a un travail aussi qui est une autre forme d'exploration, qui n'est pas tenu tout à fait par les mêmes personnes, et notamment plutôt par les responsables des bases de données, les database managers, qui vont essayer d'accéder directement à ces données-là. Et cet accès, il se fait par ce qu'ils appellent des moulinettes, des petits logiciels, par des essais-erreurs, voire par quasiment du crack de la base de données, parce que dans certains cas, les chemins d'accès
les propriétaires ne sont pas du tout les administrations, ce sont les prestataires informatiques qui leur livrent et qui leur maintiennent ces bases de données-là. Donc parfois c'est dans le contrat, parfois c'est pas dans le contrat, parfois les prestataires veulent bien aider, parfois pas. En tout cas, c'est une autre figure de ces données qui ne sont pas forcément faciles d'accès. C'est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça permet de voir qu'il n'y a pas simplement les administrations d'un côté, les données et puis les citoyens. Il y a ces prestataires-là qui sont déjà des gens qui travaillent les données en fait, simplement en les donnant à voir d'une certaine manière et en les organisant pour qu'elles aient du sens pour les différents métiers, on va dire, au sein de ces départements. Troisième opération, en fait, les données, une fois qu'elles sont identifiées, extraites, elles sont sales, en général. Qu'est-ce que ça veut dire sale? Ça veut dire qu'elles ont plein de choses, des erreurs, des lignes vides, elles ont des redondances, certaines choses ont 2 ou 3 noms différents selon les jeux de données, etc., etc. Donc il faut les nettoyer. Les nettoyer, c'est corriger ces erreurs-là, c'est enlever ces lignes vides, c'est harmoniser éventuellement les identifiants, etc. Alors ça, c'est un point très délicat parce qu'il y a plusieurs manières de comprendre pourquoi est-ce que ces données sont sales. Première réponse, c'est de dire les gens travaillent des données de mauvaise qualité, donc c'est pas bien, et ça leur permet d'avoir des données de meilleure qualité. Depuis, notamment Garfinkel et puis d'autres, depuis, on sait très bien que c'est un tout petit peu moins simple que ça parce que finalement, la qualité des données, elle est assez relative. Et la qualité de données ouvertes, ce n'est pas la même chose que la qualité des données avec lesquelles on travaille. Et que peut-être sale, ça veut simplement dire pertinente et largement facile à utiliser, parce que pour nous, c'est plus simple d'avoir des identifiants différents entre différents services, parce que c'est lié à d'autres choses, parce que pour nous, un chiffre faux n'est pas vraiment faux, c'est simplement un chiffre provisoire, on l'a rentré là, parce que c'est une estimation, et puis on va le corriger après, etc., etc. Donc finalement, le passage aux données ouvertes, c'est une sorte d'épreuve un peu de justesse des données. Et à partir du moment où elles vont être publiques, elles vont être considérées potentiellement comme de bien moins bonne qualité qu'elles ne le sont pour la pratique ordinaire à l'intérieur des départements. Voilà pourquoi il faut nettoyer. Et puis dernière opération, qui a été un peu une épiphanie dans le terrain et dans les discussions qu'on a pu avoir avec Samuel, c'est que les gens nous expliquent qu'ils rebrutifient les données. Ils les brutifient, ils les rebrutifient. Ce qui est un peu la même chose finalement que le nettoyage, mais pas tout à fait, parce qu'on n'est pas dans l'erreur, dans le bug potentiel. On est dans l'idée que les données sont incompréhensibles, qu'elles sont même... alors, elles sont incompréhensibles et elles sont chargées des usages que les gens en font. Ce sont des données qui sont complètement ancrées dans le travail, et il va falloir les brutifier ou les rebrutifier, c'est-à-dire, vous avez un exemple là d'un même fichier rebrutifié, on va en enlever les couleurs, on va en enlever les commentaires, on va éventuellement corriger des abréviations qu'on va retransformer en langage intelligible par le grand public. Alors à la fois rebrutifier, ça permet de rendre intelligible à la fois pour le grand public et à la fois pour les machines. Donc c'est une opération extrêmement importante. C'est aussi une opération de mise en qualité qui n'est pas tout à fait la même, surtout si on s'intéresse vraiment au vocabulaire des acteurs, qui n'est pas tout à fait la même que celle du nettoyage. Alors, pour aller un peu plus vite, mais on est à peu près dans les temps, le point important de tout ça, qui est pas le seul point, mais qui est quand même extrêmement important, c'est qu'évidemment, il y a des formats en jeu dans l'histoire. C'est-à-dire que les gens ne font pas ça simplement en général, ils font ça parce qu'il va falloir rentrer les données dans un certain format qui est considéré comme le bon format, voire le standard pour faire de la donnée ouverte. Alors, Samuel en parlait tout à l'heure, un des formats importants, c'est le CSV, Comma Separated Value, c'est-à-dire c'est transformation de données qui vont simplement être un long fichier avec une valeur, une virgule ou un point virgule ou éventuellement autre chose, mais toujours la même chose, une autre valeur. Donc ça permet de fabriquer des données qui sont structurées, qui vont être retravaillées par d'autres bases de données facilement, que ce soit par des machines ou par le grand public qui peut lui réimporter facilement ça dans son Excel ou son tableur, quel qu'il soit. Alors c'est intéressant d'aller regarder ces formats parce que ces formats, ils sont encore en discussion. Le CSV est un cas très intéressant parce que c'est une espèce de format très mou qui pour l'instant est en cours de standardisation mais qui n'est pas standardisé et sur lequel il va peut-être se jouer des choses intéressantes. Pourquoi c'est intéressant? Parce que finalement les gens qui vont petit à petit décider de l'utilisation de tel ou tel format, de sa standardisation, vont le faire au nom de quelque chose.
plus au nom du grand public qu'au nom des développeurs, par exemple, ou plus au nom de tel type d'information que plus au nom de tel autre. Ça, c'est le premier aspect de la standardisation. Et le deuxième aspect, il y a évidemment des acteurs très puissants derrière ces standards potentiels. Et Microsoft et Google seraient ravis d'offrir le standard clé en main qui permettrait à la fois le standard de la donnée ouverte et en même temps qui ferait l'outil un peu de workflow, de coordination à l'intérieur des organisations. Donc pour conclure, finalement, ce qui est intéressant peut-être dans ce cas particulier, c'est que les données brutes ne sont pas des données de départ complètement des gens qui travaillent dans les administrations publiques, c'est des données d'arrivée. Ils arrivent à des données brutes. Pourquoi? Parce qu'ils partent de données métiers. Ils partent de données qui sont ancrées dans les pratiques, qui ont un sens particulier et qui ont donc des formes de parasitage, entre guillemets, comme on a en science, dans ce qu'on appelle les données brutes, des formes de parasitage, par les instruments, par les outils de mesure, etc. Mais là, qui sont des parasitages beaucoup plus complexes, parce que ce sont des parasitages qui ont un sens et qui ont une valeur et qui ont une qualité. Et donc, il faut déparasiter, entre guillemets, ces données pour les réancrer dans une donnée brute qui a une potentialité à être ouverte universellement. Alors ça a des enjeux organisationnels très importants. D'abord parce qu'il faut pérenniser ça dans les organisations, c'est-à-dire que c'est pas les opérations qu'on a données là, c'est au départ. Mais après, si on veut se dire qu'on ne va pas faire ça à chaque fois, peut-être il va falloir trouver des circuits dans l'administration, nommer des responsables de données dans des endroits où on n'avait pas des données en tant que telles. On travaillait avec des informations, des connaissances, des choses qui sont plus ou moins tacites. Donc il faut pérenniser ça, c'est le premier aspect. Il y a un autre aspect organisationnel qui est plus délicat, c'est que dans certains cas, on va considérer, ce que je disais tout à l'heure, que la qualité de la donnée brute ouverte, c'est la bonne vraie qualité. Et que c'est avec celle-là que les gens devraient travailler. Ce serait plus simple. Vous travaillez avec une donnée qui est déjà nettoyée, déjà mise au format, etc. C'est beaucoup plus simple. Sauf qu'on risque, dans ces cas-là, de faire perdre à la donnée qui est très bonne pour être libérée tout un tas de qualités qu'elle avait du côté du métier et de l'ancrage très pratique qu'elle avait dans les services. Ça, c'est un risque et un autre horizon de l'aspect organisationnel qui est très lié à cette idée de modernisation des services publics et de l'administration. Moderniser, en gros, c'est avoir des données qui sont déjà propres et bonnes en tant que telles, comme s'il n'y avait qu'une seule qualité possible de la donnée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de parler de données brutes? Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut dénoncer ça comme un mythe ou comme une illusion? On ne pense pas. On ne pense pas. Pourquoi est-ce que les gens parlent de données brutes? Ils continuent à en parler, ils continuent à construire des données brutes. Donc, par contre, ce qui est intéressant, et c'est ce que Jeff Boker raconte à propos des données de biodiversité, c'est que c'est un oxymore. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement paradoxal. Et une donnée, c'est quelque chose qui se construit, qui s'obtient à partir de quelque chose et de processus particuliers. Et brut, ça voudrait dire que non. Mais si on garde ces deux termes-là, on voit bien que ce paradoxe-là n'est pas un paradoxe abstrait, n'est pas un paradoxe théorique, c'est un paradoxe très concret pour les gens qui fabriquent ça. C'est une tension que les personnes qui sont relativement invisibles à l'intérieur des administrations pour faire ce travail-là, c'est une tension avec laquelle ils doivent faire finalement quasiment au jour le jour. Alors, vraiment pour terminer, on pense que c'est une question, cette idée que finalement l'ouverture, la transparence, l'innovation ne sont pas des données propres aux données, sont pas des propriétés propres aux données, des qualités propres aux données, mais sont le résultat d'un travail. Ça veut dire que l'ouverture a un coût et que ce coût est absolument pas pensé aujourd'hui, du tout, dans les différentes discussions, les injonctions à l'ouverture des données. Ça déborde, il nous semble que ça déborde largement la question de l'open data, au sens strict, en tout cas des données dans les administrations publiques. Ça peut être repensé du côté des big data, parce qu'effectivement, il y a des travailleurs, et les brokers sont typiquement des gens qui aussi travaillent à mettre en qualité les données et à leur estampiller une forme de label pour leur dire, voilà, ces données-là, vous pouvez leur faire confiance, il n'y a pas un circuit automatique d'aspiration, loin de là. Donc il y a un travail en amont qui est invisible, largement impensé, peut-être parce qu'il est un peu parasité par un vocabulaire qui est celui, souvent, d'une dénonciation de construction sociale de la donnée, qui voudrait dire, oui, elle est construite socialement, donc, et dès qu'on dit que la donnée est travaillée, ça veut dire qu'elle serait construite socialement. Peut-être qu'il y a une manière un peu plus utile de réfléchir à cette fabrique des données, c'est de considérer que c'est une fabrication, une construction qui est à la fois technique et politique, qui est nécessaire à la mise en qualité des données, que c'est le cœur même de la qualité des données, et que si on rend ces opérations publiques, bon, non seulement on assume leur coût,
c'est un premier élément qui n'est pas négligeable, mais surtout on les rend discutables. Et on les rend politiquement, et finalement on alimente ce cercle potentiellement vertueux qui consiste à ouvrir et à construire une forme de transparence, mais une transparence qui ne serait pas mécanisée, qui ne serait pas mécanique, automatique, qui serait discutée et qui serait, pourquoi pas, participative, comme il peut y avoir en sciences dans certains programmes de partage de données, notamment du côté de la biodiversité, ces espèces de discussions entre les utilisateurs des données et ceux qui les livrent toutes faites, pour les reconstruire, les reconstituer un peu, pour en faire quelque chose d'utile et de solide, de bonne qualité. Merci beaucoup.